Depuis des milliers d'années, les humains se posent des questions philosophiques. Les pensées, les idées, la morale existent-elles indépendamment de nous? Seraient-elles un don de Dieu? Les idées existent-elles depuis l'éternité? Ou bien nos pensées ont-elles une origine matérielle, liée à notre corps? Et dans ce cas, à quelle partie de notre corps? Avec le pouvoir de l'Église, c'est bien sûr l'origine divine de la pensée qui a prévalu. Le squelette qui nous soutient est bien visible. Les muscles qui nous animent sont connus depuis longtemps. La circulation du sang, cependant, pourtant essentielle, n'a été découverte qu'il y a 400 ans. C'est qu'elle passe par de minuscules vaisseaux sanguins visibles à l'œil nu. Mais tout ce qui relève de la pensée humaine, la parole, les idées, les émotions, les sentiments, l'art, on n'en avait jamais trouvé de traces dans le corps humain. Comme pour tout ce qui était inexplicable, les humains l'attribuaient aux dieux. Ou bien, certains philosophes pensaient que tout cela existait indépendamment des humains, que les humains recevaient les idées un peu comme on reçoit les rayons du soleil. La conception idéaliste et surtout la conception déiste dominaient. À toutes les époques, des philosophes hérétiques défendaient d'autres théories, professaient qu'il y avait un lien entre les idées et le corps. Mais ils étaient bien évidemment incapables de prouver leur théorie, incapables de montrer que le siège des idées était dans le cœur, ou bien dans les fluides corporels, ou dans la glande pinéale à la base du cerveau, comme le défendait René Descartes dans les années 1600. Le développement de la bourgeoisie en Occident, il y a un peu plus de 300 ans, va accélérer les controverses philosophiques et donner des bases matérielles pour évaluer leurs valeurs. La bourgeoisie révolutionnaire a combattu l'Église pour s'emparer de ses biens et pour cela a mis en cause l'existence des dieux. Pour le développement de ses affaires, la bourgeoisie avait aussi besoin de connaissances scientifiques et de raisonnements solides. Par exemple, la mise au point du microscope va permettre d'observer des cellules pour la première fois. Le microscope permettait d'explorer la structure du cerveau, mais seulement des cerveaux morts, découpés en de très fines lamelles. Cela empêchait de comprendre ce qui se passait dans un cerveau vivant. Les conceptions matérialistes se développaient dans tous les domaines, mais le fonctionnement de la pensée humaine restait encore hors de portée des laboratoires. Ce n'est que depuis quelques dizaines d'années, 30 ans environ, avec des outils comme les scanners, surtout les IRM, que l'exploration du cerveau vivant a pu être réalisée en permettant un bond en avant extraordinaire de nos connaissances. Qu'a-t-on donc découvert dans le cerveau? D'abord, c'est un organe comme les autres. Composé de cellules, il est alimenté lui aussi par la circulation sanguine en oxygène, en sucre et d'autres substances vitales. Il est aussi en constante transformation comme les autres cellules de notre corps. Il est composé d'une centaine de milliards de cellules, les neurones, avec chacun un noyau et son ADN. Mais c'est là que commencent les différences avec les autres cellules corporelles. Il existe différents types de neurones. Nous n'allons parler que d'un type, ce qui joue un rôle fondamental dans la circulation de l'information dans le cerveau. Chaque neurone, avec son noyau ou corps cellulaire, est prolongé d'un axone, qui se divise en milliers de dendrites à l'extrémité desquels se trouve un renflement. Les neurones ne sont pas en contact. Chaque renflement à l'extrémité d'une dendrite a en face d'elle le renflement d'une autre dendrite. Un espace infime les sépare, une synapse, 100 000 fois plus fin qu'un cheveu. Et c'est au travers ces minuscules espaces que les neurones communiquent entre eux. 100 milliards de neurones, avec chacun jusqu'à 10 000 connexions avec d'autres neurones, cela fait un réseau de neurones qui dépasse de loin les réseaux que les technologies humaines ne pourront jamais construire. Ce qui a beaucoup surpris, c'est ce fonctionnement des neurones, un fonctionnement électrique et aussi chimique. Les noyaux des neurones peuvent envoyer des signaux dans les axones, des signaux électriques. Un flux électrique se déplace sur quelques fractions de millimètres pour les neurones les plus courts, jusqu'à près de 2 mètres pour les plus longs, ceux qui vont du doigt de pied au cerveau. Les axones sont enrobés d'une couche de myéline, une sorte de graisse, qui les isole et, en fonction de son épaisseur, contribue à accélérer ou à ralentir ce flux électrique.
Les parties qui ne sont pas enrobées de myéline servent à réactiver le flux électrique le long de l'axone. C'est cette activité électrique, émise par l'ensemble des neurones, que les neurologues peuvent mesurer en mettant un casque avec des capteurs sur la tête des patients. Ils ont pu aussi recueillir le courant émis par quelques neurones seulement, en glissant de très fines électrodes dans le cerveau des singes ou de souris ou d'humains malades trépanés. Quand le flux électrique émis par le noyau d'un neurone arrive au bout d'une dendrite, des produits chimiques sont émis par le minuscule espace de la synapse. Ce sont des hormones, des neurotransmetteurs. Le renflement du neurone qui est en face récupère une partie de ces neurotransmetteurs. Cela crée un flux électrique dans la dendrite qui remonte par l'axone jusqu'au noyau du neurone. Un noyau de neurone peut ainsi recevoir des milliers d'informations électriques venant de ces ramifications. Le noyau regroupe ces différents courants, les intègre et les traite sans que l'on sache bien encore comment et renvoie du courant vers d'autres neurones. Par la circulation électrique et par les communications chimiques, c'est ainsi que fonctionne notre cerveau, que fonctionne notre pensée, que vous pouvez entendre cet exposé, que vous pouvez en voir les images et que nous avons pu le concevoir et le réaliser. Ceci est une explication simplifiée parce qu'il y a plusieurs autres catégories de neurones. Certains qui gèrent la myéline des axones, d'autres qui font le ménage des neurones morts. Il faudrait bien plus de temps pour décrire ce que l'on sait aujourd'hui des structures biologiques du cerveau. Mais la masse principale et les fonctions principales du cerveau, ce sont ces neurones dont on vient de parler. Ce qui est impressionnant aussi, c'est que notre cerveau ne fonctionne pas seul, isolé des autres cerveaux humains. Notre cerveau fait lui-même partie d'un réseau de cerveaux, pas grâce à la télépathie, mais grâce à la société des humains. Les femmes, les hommes, les humains sont des animaux sociaux. Comme pour tous les mammifères sociaux, la sélection naturelle a privilégié ceux qui pouvaient le mieux communiquer, le mieux se comprendre, leur survie en dépendait. Vous avez sans doute déjà entendu parler d'un deuxième cerveau, au niveau de l'intestin. Bon, disons tout de suite, ce terme publicitaire est abusif. On ne pense pas, on ne raisonne pas avec notre intestin. Certes, il y a dans notre intestin un grand nombre de cellules nerveuses qui le font fonctionner et régulent notre activité de digestion. Cela décharge notre vrai cerveau des fonctions alimentaires indispensables à la vie. Dans notre intestin, nous hébergeons aussi des milliards de bactéries et de virus utiles qui vivent en symbiose avec nous. Et cette symbiose va très loin, puisque ces bactéries et ces virus de notre intestin communiquent avec des cellules nerveuses par des neurotransmetteurs souvent identiques à ceux du cerveau. Ces réseaux de neurones de l'intestin nous avertissent notamment qu'on devrait manger et contribuent à la sensation de faim, ou informent que l'on est rassasié. Ils nous informent aussi que l'on devrait boire et contribuent à la sensation de soif. Quand on a la boule au ventre, comme on dit, parce qu'on a vu quelque chose de dangereux, cette information est passée par des neurones, des yeux aux neurones du cerveau, et des neurones du cerveau aux neurones de notre intestin. Et je m'arrête là sur ce sujet. Je dis que notre cerveau avait été sélectionné sur une base de collaboration sociale. Oui, nous avons en nous un patrimoine génétique hérité de nos lointains ancêtres chasseurs-cueilleurs. Pour chasser, il fallait avoir du muscle, mais aussi un grand sens de la coordination sociale, un peu comme les loups, les humains vivaient et chassaient en bande. La cueillette, qui nourrissait souvent plus que la chasse, était aussi une activité collective et sociale. Sinon, seuls celles ou ceux qui cueillaient se seraient nourris. Quant à la défense du groupe contre les fauves, elle était encore plus collective. Que pèse un homme seul face à un tigre? Seul un groupe pouvait faire fuir l'animal. Il y a donc toute une partie du développement de notre corps et de notre cerveau qui dépendent de notre patrimoine génétique hérité. Si nous avons 2 jambes, 2 bras, 10 doigts, une tête, 2 yeux, c'est génétique. Mais la génétique n'est pas un programme immuable, certains ont 6 doigts par main. De nombreux processus biologiques et chimiques, certains liés à son ADN, certains dépendants de l'environnement de la mère, et d'autres facteurs encore, vont permettre la croissance du cerveau du fœtus. Dans la région de l'embryon humain, où le cerveau prend forme, vont être créés au moins une centaine de milliards de neurones
et cela bien avant sa naissance. Des groupes de neurones, comme les zones de la vision à l'arrière du cerveau, vont être connectés par des liaisons nerveuses aux yeux du fœtus avant même qu'il ait vu quoi que ce soit. Les neurones qui relient les membres au cerveau se mettent en place plusieurs mois avant la naissance. On savait qu'il existait des aires plus ou moins spécialisées dans le cerveau, celles du langage, de la vision, des émotions, les aires motrices, des doigts, des membres et bien d'autres encore. Les guerres et les blessures de la tête ont été une occasion de découverte, certes assez barbare. Les neurologues pensaient jusqu'à il y a une cinquantaine d'années, que les structures du cerveau étaient figées. Les découvertes de la science ont montré le contraire, qu'une fois né, ce n'était pas fini du tout, qu'on n'était pas définitivement câblé, et qu'à partir de l'âge de 20 ans, on allait vers une lente dégradation du cerveau. Cette conception était erronée. Oui, la connaissance, la science évolue à travers des contradictions, des théories se révèlent incomplètes ou même fausses, et évoluent grâce à de nouvelles théories, à de nouvelles découvertes parfois fortuites, à de nouveaux moyens d'exploration. On sait maintenant que le cerveau est tout à fait capable de transformation. S'il y a des neurones qui meurent, il y a d'autres qui se développent jusqu'à la fin de la vie. Mais on a découvert avec les moyens d'investigation modernes, comme les IRM fonctionnels, que le câblage du cerveau était en fait extrêmement souple. On a découvert aussi que l'apprentissage transformait les réseaux de neurones, que la couche de myéline qui entoure les axones augmentait ou diminuait, que les dendrites poussaient et créaient continuellement de nouveaux points de contact, des synapses, entre les neurones. On sait maintenant que si un organe n'est plus utilisé, les neurones liés à cet organe se réduisent, voire disparaissent, mais qu'un réapprentissage peut recréer à nouveau un réseau de neurones. Un pianiste a les circuits des neurones moteurs des doigts bien plus développés que la moyenne, et bien plus myélinisés. Un musicien a les circuits neuronaux de l'ouïe plus développés aussi. Un aveugle par accident des yeux qui apprend le braille a les circuits des neurones correspondant à ses doigts très développés et connectés avec les circuits des neurones de la vision qui se situent à l'arrière du cerveau. Un autre exemple qui m'a beaucoup impressionné. On prend deux groupes. On fait des IRM pour cartographier leur cerveau. À l'un, on apprend à jouer au piano sur des pianos. Et d'autres, on demande de penser comme s'ils apprenaient à jouer du piano, mais les mains immobiles. Eh bien, au bout de quelques semaines et plusieurs heures d'apprentissage par jour, les nouvelles IRM montrent que les aires occupées par les neurones liés aux doigts se sont presque autant développées dans les deux groupes, même chez ceux qui n'avaient pas touché de piano. Cela veut dire, et c'est démontré par bien d'autres expériences, que les neurones reliés à nos organes les commandent certes et nous informent de leur fonctionnement. Mais en plus, la simple pensée du fonctionnement de nos organes modifie et renforce leur câblage. Mais il faut faire un effort, beaucoup d'efforts. Des semaines à penser à jouer au piano, sans piano, plusieurs heures par jour, dur. Les langues que l'on apprend, puis l'écriture, s'inscrivent dans notre cerveau en modifiant les réseaux de nos neurones. Les langages sont le support de notre pensée. La pensée, même abstraite, transforme notre cerveau, les émotions aussi, et fortement. La pensée mathématique, réfléchir à un tableau peint, réfléchir à des idées politiques, aussi bien sûr, transforme notre cerveau et s'inscrivent dans nos neurones, en augmentant le nombre de dendrites, en connectant de nouveaux neurones. Depuis toujours, les humains vivent en groupes plus ou moins nombreux. L'apprentissage des enfants est social. Et aujourd'hui, il continue d'être social, dans la rue, à l'école et aussi bien sûr devant la télévision. La langue ou les langues que l'on parle, les mathématiques que l'on utilise, la façon de se comporter avec les autres, la conduite d'engins mécaniques, tout cela nous est transmis par un apprentissage social et chaque acquisition modifie notre cerveau en profondeur. Nous savons tous que la mémoire est quelque chose de fondamental, surtout si on a tendance à la perdre. Mais qu'est-ce que la mémoire ? On sait depuis une vingtaine d'années que les images, les odeurs, les idées, nos souvenirs sont basés sur des réseaux de neurones. Ces réseaux se recoupent en parties, ce qui engendre des associations de mémoire, comme une odeur qui ramène à un souvenir visuel. Quand une nouvelle idée, une nouvelle odeur, une nouvelle image devient consciente, elle recrute un ensemble de neurones qui atteignent
un seuil électrique déclenchant l'émission de neurotransmetteurs au niveau de leurs synapses. Si l'image, l'odeur, la pensée persistent, alors cet ensemble de neurones continue d'être sollicité. Le seuil électrique pour que les neurotransmetteurs soient émis diminue fortement. L'échange d'informations entre les neurones est facilité, la mémorisation commence. Et la myéline sur des axones joue un rôle dans ce processus de mémorisation. Encore une fois, tout ceci est une explication rapide, forcément simplifiée, correspondant à ce que l'on comprend actuellement des processus de mémorisation. Les neurologues ont montré ce que le sens commun savait déjà, que la répétition contribue à engendrer la mémorisation. C'est ce que permet le sommeil. On sait depuis longtemps que le sommeil est essentiel à la vie. Mais les IRM fonctionnels ont montré depuis quelques dizaines d'années qu'il était essentiel à la mémorisation. Pendant certaines phases de sommeil, le cerveau rejoue une partie de ce qu'il a vécu. Il le rejoue en accéléré. Et c'est ce phénomène inconscient qui contribue à fixer notre mémoire. Le reste de ce que notre cerveau a vécu est oublié, définitivement oublié. Mais même ce qui a été mémorisé est oublié s'il n'est pas utilisé de temps en temps. Et bien sûr, de même que l'on n'a pas tous la même capacité musculaire, la même solidité des os, la même capacité cardiaque, on n'a pas tous les mêmes capacités de mémoire. Et malheureusement, pour que des mots, des images, des raisonnements soient mémorisés, il est fondamental de les avoir pensés en étant éveillé. On ne peut pas comprendre un livre en se le faisant lire pendant son sommeil. C'est dommage, mais on ne peut pas apprendre seulement en dormant. La mémoire est utile, mais elle n'est pas suffisante. On a besoin de réfléchir, d'être conscient de ce que l'on pense, de ce que l'on fait. On a besoin de réfléchir sur les idées, comme de réfléchir comment on va exécuter une tâche complexe. Pour réfléchir, il faut être conscient, pas endormi bien sûr, pas non plus dans le coma après un accident ou bien un coma artificiel à l'hôpital. Que se passe-t-il quand on regarde quelque chose ? On sait maintenant, des tests et des expériences ont permis de le vérifier, que les impulsions électriques générées par les cellules nerveuses de la rétine au fond de l'œil sont conduites par des nerfs optiques et d'autres neurones jusqu'à l'arrière du cerveau. Des structures particulières de neurones analysent les images transmises, s'il y a un visage, s'il y a des lignes verticales, horizontales, en biais, s'il y a des couleurs, un mouvement. Bien d'autres structures du cerveau sont mises en œuvre pour analyser les impulsions reçues. Les résultats de ces analyses sont regroupés par d'autres groupes de neurones, comparés à des images mémorisées. Ce n'est que lorsque des hypothèses d'images sont validées et qu'elles sont transmises aux neurones du cortex visuel, et donc qu'on les voit. Notre cerveau a vu les images avant qu'on soit conscient de ces images. Bien sûr, là aussi c'est une explication simplifiée, mais les IRM fonctionnels permettent de voir le cerveau vivant fonctionner. Et pour certains types de pensées, d'images, de sons, d'activités, ce sont à peu près les mêmes zones du cerveau qui sont mises en œuvre, quels que soient les individus en bonne santé, ça s'entend, qui n'ont pas subi de traumatismes cérébraux. Ces échanges prennent quelques dizaines de secondes. La plus grande partie de ce travail d'analyse du cerveau, grâce à de divers réseaux de neurones, nous est parfaitement inaccessible, inconscient, mais fondamental. C'est la même chose pour tout. Les mélomanes sont capables de reconnaître une symphonie parmi des centaines d'autres dès les premières notes, parce que leurs neurones du cortex auditif ont analysé les sons, ont repéré les sons émis par tel instrument du bruit de fond de la pièce, ils ont comparé les notes avec les mélodies mémorisées et ont proposé « c'est la 5e de Beethoven ». Et tout cela inconsciemment jusqu'à la proposition finale. Les maladies, les accidents cérébraux ont beaucoup appris aux neurologues. Il y a le cas d'un brillant ingénieur d'une grande entreprise qui soutient qu'il est à Paris et à Copenhague en même temps, avec force argument à l'appui, et il ne plaisantait pas. Bien sûr, le pauvre sera conduit à l'hôpital psychiatrique où un scanner détecte qu'il a fait un AVC dans la partie frontale droite du cerveau. Et la famille confirmera qu'il avait eu un malaise et qu'il s'en était remis rapidement sans séquelles. Eh bien si, il y avait des séquelles. Là aussi, en simplifiant les échanges plus complexes, la partie frontale gauche de notre cerveau
servirait à élaborer des scénarios à partir de ce que nos sens nous indiquent, si c'est un ami qui arrive, si c'est la symphonie de Beethoven, s'il est à Paris ou à Copenhague. Mais les neurones de notre cerveau peuvent être perdus, ou ne rien trouver dans la mémoire, ou se tromper en prenant une image mémorisée pour une autre. Mais la partie frontale gauche continue à fournir des hypothèses qu'elle transmet par les neurones à la partie frontale droite. Là aussi, en simplifiant, ce que l'on peut voir avec des IRM fonctionnels. C'est à ce moment-là, quand les neurones de la partie frontale droite s'activent, que les hypothèses jusque-là inconscientes deviennent conscientes, que l'on prend conscience d'une image, d'une mélodie, d'un calcul ou d'une hypothèse. Et le cerveau se met alors à vérifier si cette hypothèse est valide en remobilisant toutes les chaînes d'analyse et de comparaison avec la mémoire des images, des sons ou des raisonnements. Et l'analyse est confirmée ou pas. La perception que l'on a de notre ami est la bonne, ou c'est quelqu'un d'autre, ou c'est bien la cinquième de Beethoven, ou on est bien à Paris et non à Copenhague. Mais quand une partie des neurones du cerveau frontal droit ont été détruits par l'éclatement de vaisseaux sanguins, même un brillant ingénieur peut croire à l'hypothèse absurde fournie par son cerveau frontal gauche que son corps se trouve en même temps à deux endroits différents. Les neurologues se sont aperçus qu'une grande partie des neurones de notre cerveau fonctionnent en permanence et hors de notre conscience, peut-être 90% d'inconscient. Il semblerait que l'on n'ait qu'une seule idée à la fois aussi. Heureusement, les perceptions et les idées se succèdent à raison de plusieurs par seconde, mais semble-t-il une à la fois. Mais dans l'autre sens, toute activité consciente contribue à modifier, à orienter l'activité inconsciente du cerveau. C'est d'ailleurs sur cette base que fonctionne l'intuition. Entre deux pensées conscientes, et la nuit aussi, surtout la nuit, notre cerveau continue à fonctionner, continue à mouliner des scénarios, à refaire l'histoire de la journée passée. C'est souvent pour cela qu'on se réveille avec une idée à laquelle on n'avait pas pensé la veille. Et l'attention que l'on porte à ce que l'on voit, à ce que l'on entend, au sens d'un discours ou à une pensée abstraite, cela oriente l'activité de notre cerveau. Même l'activité inconsciente se trouve plus mobilisée dans la direction de notre attention. Notre cerveau travaille en permanence, en grande partie hors de notre conscience, et il analyse notre environnement en permanence. Et toute une partie de notre cerveau fonctionne en relation avec le cerveau des autres autour de nous. Quand nous voyons un visage humain marqué par la peur, automatiquement notre cerveau active les circuits prévus pour réagir, soit pour fuir, soit pour affronter, avec notamment une forte production d'adrénaline, une hormone qui renforce le tonus musculaire. Quand quelqu'un a mal, nous ressentons quasiment la douleur dans notre corps. Les neurologues ont découvert que notre cerveau contenait un grand nombre de neurones qui sont activés comme si c'est nous qui étions menacés, comme si c'est nous qui avions mal après avoir reçu un coup. Ils ont appelé ces neurones des neurones miroirs, car ils sont activés de la même façon que les neurones semblables de la personne en face de nous, comme devant un miroir. Cela nous permet de ressentir directement ce que ressent l'humain en face de nous. Ces neurones miroirs sont le résultat de la sélection naturelle. Ils permettaient aux humains de comprendre à distance quels étaient les sentiments des humains du groupe pour ajuster son comportement, pour fuir ensemble ou affronter ensemble. Et ce sont aussi ces neurones miroirs qui amplifient l'amour entre deux humains. De voir dans les yeux et sur le visage de l'autre la satisfaction, le plaisir, renforce sa propre sensation de satisfaction et de plaisir. C'est ce que les neurologues peuvent voir sur les IRM fonctionnels, mais c'est encore bien mieux de le vivre en réel. Les neurologues ont aussi vérifié que l'amour est capable de transformer en profondeur le comportement. Ce phénomène était connu depuis toujours. On sait maintenant qu'en période amoureuse, des flots d'hormones contribuent à la croissance et à la réorganisation des connexions entre les neurones. Et cela transforme notre cerveau et nous transforme. Mais passons à la suite. Dès la naissance, le cerveau contient au moins une centaine de milliards de neurones. Mais ces neurones sont peu ramifiés. Il y a peu de synapses entre les neurones. L'énorme quantité de sensations et d'informations qui arrivent au nouveau-né, ainsi que les émotions qu'il ressent, vont entraîner une restructuration profonde du cerveau. Les premiers mois de la vie, un grand nombre de neurones vont disparaître. Par contre, les autres vont fortement se ramifier et nouer des connexions à travers les synapses. Tout le long de l'adolescence,
Le cerveau va être transformé par les connaissances acquises, les stimulations reçues, les expériences personnelles et sociales vécues. Et l'activité cérébrale pendant le sommeil va intensifier la mémorisation de ce vécu. Un chaton à qui on supprime la vision d'un œil aura les neurones liés à cet œil qui dégénéreront. Un enfant élevé sans qu'un humain lui parle ne développera pas les zones du langage, ni de la pensée élaborée. Mais on sait maintenant que les humains peuvent vivre à peu près normalement avec la moitié d'un cerveau. Des patients à qui les chirurgiens ont dû enlever une partie motrice du cerveau arrivent à retrouver leur motricité après des mois, sinon des années d'exercice patient, car de nouveaux neurones viennent compenser ceux qui ont disparu et les connexions se refont dans le corps et le cerveau. En fait, le cerveau est une extrême plasticité. L'activité physique développe des neurones moteurs. La pratique de la peinture ou de la musique développe d'autres zones cérébrales. Et toute activité intellectuelle renforce les neurones nécessaires à l'organisation de la pensée. Que vous le vouliez ou non, le fait de regarder, d'écouter cette vidéo a modifié, un peu modifié votre cerveau. Et si demain vous vous en souvenez, c'est que la modification sera inscrite dans votre mémoire. Mais alors, si notre cerveau travaille en grande partie indépendamment de notre conscience, quelle liberté a-t-on ? Et d'abord, qu'est-ce que c'est la liberté ? Il faut être conscient que rien n'est libre dans l'univers, ni les astres qui tournent autour les uns des autres en fonction des lois de la gravitation, ni la molécule d'oxygène que l'on va aspirer dans nos poumons en respirant, car elle est soumise aux lois de la météo. Nous-mêmes, chacun d'entre nous, est né d'une mère particulière, aimante et attentive à son enfant, ou bien pas, et aussi d'autres humains dont le comportement laissera des traces dans le cerveau de l'enfant. Le cerveau de l'enfant sera aussi imprégné par la culture de sa région, de son pays, des relations qu'il nourra au fur et à mesure de son développement. Si l'adolescent a la chance d'apprendre à l'école ou par tout autre moyen, il connaîtra les mathématiques, la littérature, la poésie, la philosophie. Il faudrait qu'il ait suffisamment de connaissances de l'histoire de l'évolution de l'humanité et de ses civilisations, pour qu'il puisse se situer entre un passé sur lequel on peut s'appuyer et l'avenir à construire. Son cerveau de jeune adulte contiendra, plus ou moins développé, une part de l'histoire de l'humanité. Et à moins de traumatismes cérébraux, notre cerveau façonné au contact de la société, de nos lectures, de nos rencontres, nous permet de choisir ce que l'on veut être, dans les limites de ce qui est à notre portée, dans la société où l'on vit. C'est là la liberté que nous avons de choisir notre place et notre rôle dans la société humaine, en acceptant ou en refusant ce que la culture et notre environnement social nous ont transmis. C'est une chance que n'ont pas les fourmis, les abeilles, ni même les autres animaux sociaux au système nerveux infiniment moins développé que le nôtre. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Cet exposé est une approche très succincte de ce vaste domaine. Vous pouvez accéder à des informations bien plus complètes et précises en consultant les ouvrages, par exemple, de Marc Péchanski, Lionel Nakache, Stanislas Dehaene, Jean-Pierre Changeux, Norman Lodge et bien d'autres.